Bonsoir à tous. Vous connaissez la formule. Au nom d'Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue au Mobilier National, aux rencontres de savoir-faire, des savoir-faire, avec la continuation de la troisième séance sur les résidences d'artistes, puisque ça partait d'un constat que les résidences d'artistes à l'étranger, on connaît la Villa Médicis et d'autres, on connaît beaucoup moins les résidences métiers d'art et design. Donc l'idée, c'était de lancer un cycle sur ces résidences-là, un peu partout dans le monde, que la France opère, hein, et de se focaliser tout particulièrement sur ce lien design, métier d'art et métier d'art, design. Au Mobilier National, on ne fait pas de séparation, on parle des deux en même temps, généralement. Donc ce soir, deux acteurs pour une nouvelle villa, la Villa Albertine, qui a été créée il y a 2-3 ans, avec un des premiers lauréats design, Dimitri. Donc je commencerai par lui, puis après on ira sur François Xavier. Donc Dimitri, c'est un habitué de la maison, à plus d'un titre, plus de 10 ans maintenant, ça rajeunit tout ça. Et donc Dimitri est à la fois un parcours déjà d'excellence, j'allais dire impressionnant, puisqu'il est à la fois sorti de diplômé de l'école Boulle, designer, lauréat de la Fondation Bettencourt-Schuller, lauréat de la Fondation Banque Populaire, bientôt lauréat de la Villa Kujoyama, donc ce sera d'autres raisons pour revenir, et surtout designer, j'allais dire, protéiforme, puisque s'intéressant aussi bien à la forme qu'au fond, aussi bien au savoir-faire qu'à la pensée du geste. Donc là, il vient nous présenter ce qu'il a fait, son séjour à la Villa Albertine, avec un sujet à la fois original et plutôt très important dans notre période. Et je lui laisse donc la parole et présenter ses programmes de recherche. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents ce soir. Merci pour cette belle présentation, Marc. J'aurais pas dit mieux. Voilà, c'est un plaisir en tout cas de pouvoir parler de ce sujet, parce que c'est la première fois en fait que je parle de cette résidence. Ça va faire à peu près 1 an que moi je suis parti. Avant toute chose, en fait, avant de vous parler de la résidence, je vais vous parler un petit peu aussi moi de mon activité, de ma démarche, avec juste 3 projets qui sont quand même en lien avec ce qu'on va évoquer ce soir, à savoir l'idée du voyage, de la résidence, du workshop, de la découverte d'une autre culture. Donc je vais vous montrer tout ça. Mais avant toute chose, alors voilà, comme l'a dit Marc, moi c'est Dimitri Linka. Je suis designer, mais j'ai aussi un peu cette double activité, c'est-à-dire que je gravite entre le design et la fabrication, entre la conception et la fabrication, parce que j'ai un parcours un peu hybride. J'ai fait 8 ans à l'école Boulle, donc 4 ans en ébénisterie, 2 ans en marqueterie. J'ai fini par un master en design. Et en 2015, quand je suis sorti de l'école, j'ai intégré les ateliers de Paris, et pendant 2 ans, j'ai été accompagné dans la création de ma structure. Et aujourd'hui, en fait, je suis installé au 8 Passage Brulon, dans le 12e arrondissement, où j'ai un atelier qui me permet à la fois de fabriquer, de concevoir. Donc j'ai un parc machine numérique principalement, donc commande numérique, découpe laser, impression 3D, et c'est la seconde activité que j'ai, qui est celui finalement du développement de projets, du prototypage pour des grandes marques et des agences. Mais on ne parlera pas de ça ce soir. Moi, je vais plutôt vous parler de cette activité première qui est celui finalement du design d'objets et du mobilier, avec cette coloration finalement métier d'art, avec cet intérêt pour les techniques, les savoir-faire, les matériaux, et l'idée finalement de mettre au point à chaque fois des process de fabrication qui soient différents de ce qu'on trouve habituellement. Et c'est vraiment là-dedans que finalement réside l'innovation. Ce n'est pas une volonté, mais un résultat derrière les projets qu'on mène, en tout cas que j'essaye de mener. Et pour ce soir, j'ai sélectionné 3 projets qui sont le fruit de résidences ou de workshops en France et à l'étranger. Donc, rapidement, j'ai essayé d'être concis quand même, parce que le sujet de la résidence, c'est le sujet du workshop, de ce soir, c'est la Villa Albertine. Mais en 2016, j'ai eu l'occasion de partir à Taïwan pour une résidence qui s'appelait Hand in Hand, sous la direction de Patricio Sarmiento, qui est un designer. Et l'objectif en fait de cette résidence, c'était de pouvoir inviter des designers français et des artisans français pour pouvoir travailler avec des artisans sur place. Donc de travailler avec des savoir-faire locaux, avec des matériaux et des techniques qu'on trouve uniquement dans le centre de l'île. Et très rapidement, je vous montre les objets et les résultats. Au bout d'un mois, en fait, on a travaillé. Alors, moi, j'y suis allé plusieurs fois, mais au bout d'un mois, on a dessiné un certain nombre d'objets. Donc, ça allait du luminaire que vous voyez au centre, au mobilier à droite. Alors, oui, votre droite. Et un vélo à gauche. Vélo électrique. Donc avec cette idée vraiment à chaque fois de pouvoir travailler sur les propriétés mécaniques de la matière. Donc moi qui suis issu du bois, c'était intéressant parce que finalement le bambou se met en forme à peu près de la même manière que le bois, mais sauf qu'il n'a pas besoin d'être étuvé, c'est-à-dire il n'a pas besoin d'avoir de vapeur d'eau pour pouvoir être mis en forme. Il peut être juste chauffé avec un décapeur thermique, voire un chalumeau, et vous pouvez le cintrer.
Donc, je vous montre aussi quelques photos in situ, c'est-à-dire l'idée aussi de pouvoir travailler avec les gens sur place et d'apporter aussi ma contribution, parce que finalement, effectivement, je suis capable de dessiner des objets, mais je suis aussi capable de les réaliser. Et l'objectif à chaque fois, c'est que ça soit un échange avec les gens avec qui je travaille et que ça ne soit pas unilatéral. Donc le vélo en question, donc avec tout ce travail sur les courbes, sur les travails de cintrage, donc en multiplie, en lamellé, collé. Donc c'est un peu technique, mais voilà, juste pour vous montrer quelques images. Donc je passe rapidement parce que voilà. Le deuxième projet que je vous montre, c'est un projet dans le Cidobre, donc dans le Tarn. Alors le Cidobre, c'est une zone granitique qui est très peu connue, qui fait 15 km². Il y a une grande industrie du granit là-bas. Il faut savoir que le granit français est utilisé principalement dans les cimetières pour les pierres tombales. C'est pas très sexy, mais c'est comme ça. Et aussi dans les villes, tout simplement pour faire des pavés et des trottoirs. Et l'objectif finalement du projet, avec les différents designers avec qui je suis allé finalement dans le Cidobre, c'était de pouvoir dessiner des objets du mobilier pour réintégrer cette matière dans nos intérieurs. Donc il y avait aussi cet objectif aussi de comprendre l'environnement dans lequel je me situais et d'identifier les matériaux. Alors il y a une faute d'orthographe, désolé, je viens de le voir, à vernaculaire, bon c'est comme ça, mais d'identifier les matériaux sur place pour pouvoir faire un projet qui soit cohérent par rapport à cet environnement. Donc vous avez le granit du Cidobre avec la très belle carrière de Pau qui est une des plus grandes d'Europe, le noyer du Tarn et le cuivre de Durfort qui est un peu plus au sud de Castres. Et rapidement, du coup, est né un projet, donc il y en a eu d'autres, mais je vous présente ça ce soir, qui est un bureau, en fait, qui est un mélange, un triptyque de matières entre du granit, du cuivre et du noyer. Et finalement, on utilise toujours ces propriétés mécaniques de la matière, c'est-à-dire que le granit, c'est une matière qui est extrêmement solide, mais en faible épaisseur, il est très fragile. Donc, on utilisait le cuivre en cornière pour pouvoir le consolider et faire finalement un objet assez léger visuellement. Donc, c'est une pièce qui a intégré les collections du Mobilier National il y a un an. Et c'était un peu une fierté pour l'association Pierre et Granit du Cidobre avec qui on a travaillé, parce que l'objectif visait à valoriser cette matière. Donc, qu'elle se retrouve dans les collections publiques, c'était une petite victoire. Et le dernier projet que je vais vous montrer avant de vous parler de la Villa Albertine, on y vient. C'est un projet que j'ai mené avec Nicolas Pinon, qui est présent ce soir, qui est un artisan qui maîtrise la laque végétale, un excellent artisan. Et on a travaillé sur un radiateur en laque végétale qui a remporté le prix Bettencourt en 2020 dans la catégorie dialogue. Et voilà, il y avait cet objectif finalement de travailler avec un savoir-faire japonais, séculaire, millénaire, et d'arriver à le court-circuiter avec un process un peu différent de la façon dont on le travaille habituellement, et de l'appliquer à un objet du quotidien, qui plus est le radiateur mobile, qui n'est pas un objet très sexy. Et l'objectif, c'était vraiment d'arriver à valoriser son savoir-faire et en même temps à faire un objet qui dénote de ce qu'on voit habituellement. Donc avec vraiment cette dimension un peu sculpturale, avec cette approche technique très différente, c'est-à-dire qu'on a développé une technique en thermochromie qui, lorsque on allume le radiateur, en fait, il change de couleur. Donc voilà, c'est petit projet que je voulais vous montrer, qui parle finalement du voyage, de cette notion finalement de découverte d'une culture et surtout de cette hybridation de la technique et des matériaux qui m'est propre et qui m'est cher. Donc on y vient, la Villa Albertine. Alors, déjà pour commencer, je dois avouer que je n'ai pas candidaté à cette résidence, que j'ai un petit ange gardien qui m'a aussi permis de partir là-bas. Il faut savoir qu'en fait, pour la première année de résidence, c'était des institutions qui proposaient des noms, et ensuite il y avait une sélection qui était faite par rapport au dossier qui était proposé. Il s'avère que du coup le Mobilier National a proposé mon nom et que j'ai été sélectionné pour partir 2 mois à Miami. Donc c'est pas une résidence de production, c'est une résidence, on va dire, de recherche, d'observation, d'accumulation, on va dire, un peu d'informations, de données, ou même ça peut être aussi une résidence de rencontre. Je crois que d'ailleurs c'était le cas pour François Xavier, si je ne me trompe pas. Et du coup, voilà, moi je suis parti un peu avec l'optique de rencontrer un maximum de personnes par rapport au sujet que j'avais choisi. Et pour ce faire, en fait, j'ai demandé à mon ami Félix Marie, qui est vidéaste, de m'accompagner. Donc voilà, on est parti 2 mois ensemble, de septembre à octobre, fin octobre 2022. Et en fait, l'objectif de cette résidence, pour moi, c'était de pouvoir travailler sur la notion du végétal, parce que je m'étais intéressé finalement à la Floride. J'avais regardé brièvement, du coup, qu'est-ce qui se passait un petit peu là-bas avant d'y aller, et de pouvoir monter un projet, en tout cas une envie autour de cette résidence. Et il s'avère qu'en fait, à côté de Miami, vous avez les Everglades. Donc vous avez cet écosystème si particulier et propre à la Floride, que je m'étais dit qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser là-dedans, en sachant que Miami, c'est une ville qui est extrêmement nouvelle, entre guillemets, et qu'ils ont dû détruire énormément de mangroves pour pouvoir aussi s'implanter.
Donc voilà, en identifiant ça rapidement, je me suis dit que ça pouvait être un sujet pertinent. Donc on est arrivé en septembre 2022, donc dans Coconut Grove, donc le sud de Miami, un des quartiers les plus anciens, un des quartiers les plus luxuriants en termes de végétalisation, donc ça tombait bien par rapport à mon sujet. Et on a été logé au Mutiny Hotel. Alors je l'ai mis parce que, pour la petite anecdote, on l'appelait l'hôtel cocaïne dans les années 70-80, parce que c'était un peu une plaque tournante. Il y avait un club au premier étage et ça y allait. Et pour la petite anecdote aussi, Scarface a failli être tourné dans cet hôtel, mais à l'époque, le gérant n'a pas voulu donner suite parce que la fiction rejoignait trop la réalité et que ça posait un certain nombre de problèmes. donc voilà. Et alors, pour ce faire, on a réalisé une petite vidéo avec Félix de toutes les rencontres. L'objectif ce soir, ça ne va pas être de vous raconter toutes les personnes qu'on a rencontrées, mais ça va être plutôt de cibler 3 personnes, 3 rencontres qui ont fait qu'à un moment donné, ça nous a permis d'embrayer sur le projet, ou en tout cas d'avoir des pistes de réflexion. Mais pour ce faire, je vais vous montrer la vidéo qui a été montée, qui retrace un peu toutes les rencontres. Donc elle dure 3 minutes, et après je vous parlerai des rencontres un peu clés. Il n'y a pas de son, désolé. Je peux continuer à parler si vous voulez. Non, je rigole. Je me tais. Je peux peut-être le commenter. Rapidement, cette vidéo de 3 minutes, elle retrace un peu notre cheminement, c'est-à-dire les premières rencontres qu'on a fait durant cette résidence, et ensuite, au fur et à mesure, du coup, les connexions qu'on a pu faire sur place. Donc là, par exemple, vous avez Cassie Zap qui a créé le Center for Subtropical Affairs, et qui était assez intéressant parce qu'il organisait énormément d'événements autour du coup de cet écosystème floridien. Donc il avait un centre, donc il organisait des concerts, il organisait des projets de sensibilisation, il travaille aussi avec des classes d'étudiants. Et ça a été un peu la première rencontre qui a permis après d'aller un peu plus loin et de rencontrer des gens dans le même domaine. Là, ça du coup c'est le Center for Subtropical Fair. Le Fairchild Botanic Garden, excusez-moi, qui a été créé par David Fairchild, qui était un éminent botaniste de la fin du XXe siècle. Vous savez, en fait, à l'époque, les botanistes avaient un peu la méchante habitude de sélectionner des plantes quand ils voyageaient autour du monde pour les ramener sur place dans leur pays d'origine, sauf qu'ils n'avaient pas du tout conscience de cette notion d'espèces invasives, ce qui a posé un certain nombre de problèmes et qui continue de poser un certain nombre de problèmes, et nous allons le voir après, en Floride. Donc là, il y avait Anthony Dominguez, qui est l'attaché culturel, Anthony Dominguez qui est là, qui est l'attaché culturel à Miami, qui du coup travaillait au consulat et qui était mon contact. Donc en fait, quand on avait des questions, quand on avait besoin d'avoir quelques infos, on pouvait le contacter. C'était assez intéressant parce qu'il était bien implanté et qu'il connaissait beaucoup de monde. Alors oui, on a eu l'ouragan Yann, malheureusement, on y était. La chance qu'on a eue, c'est que ça a tapé la côte ouest, et la côte est a été un peu... on a eu de la chance, quoi. On n'a pas trop souffert, mais on y reviendra aussi. Donc ça a été aussi l'occasion de rencontrer des créateurs, donc dans des incubateurs avec Cathy Leaf, avec la Bakehouse Center, où on a rencontré des artisans, des artistes. Et c'était intéressant aussi de voir comment eux ils se positionnaient en termes de créativité par rapport à Miami, par rapport à cette culture finalement que je connaissais pas. Donc là, on est avec John Bailey. On découvre Daring Estate qui est au sud de Miami. Donc cet écosystème, on va dire, qui comporte vraiment les mangroves et qui est très immaculé, on va dire. C'est-à-dire que cet endroit, c'était vraiment le Miami d'avant l'arrivée des conquistadors. C'est-à-dire que lui, il nous disait que au XVe siècle, c'était comme ça et ça n'a pas bougé et ça a été très sauvegardé. À la différence, par exemple, de Miami Beach qui a été complètement détruit pour pouvoir construire la ville. Donc je reviens un peu à mon PDF. Désolé, je ne pensais pas parler pendant la vidéo. Donc voilà. En fait, cette vidéo est intéressante parce que elle m'a forcé aussi. Ça montre en fait toutes les rencontres qu'on a fait. Mais durant ces 2 mois, moi, j'avais vraiment cette envie de pouvoir aussi produire des choses, de pouvoir tenter des expérimentations. Et en fait, déjà, le simple fait d'arriver sur place, de prendre ses repères, il s'est déjà écoulé 2 semaines. Ensuite, on embraye sur les premières rencontres qui vont nous permettre d'aller
un peu plus loin et de créer des connexions. Et en fait, ça prend du temps. Moi, je dirais que sur les 2 mois, c'est vraiment à partir de la 6e semaine où là, il y a des choses intéressantes qui ont commencé à avoir lieu, où on a commencé à rencontrer vraiment les gens qui nous permettaient aussi d'avancer dans la démarche et dans les questions qu'on se posait. Et notamment Christopher Baralotto, que je vous présente ce soir, qui fait partie des 3 rencontres un peu clés, qui est un scientifique qui est assez connu, qui est même connu mondialement, qui est spécialiste des écosystèmes tropicaux. Et lui, il a vraiment cette compréhension de Miami et finalement des Everglades. Donc en fait, lui, il nous a parlé de Coconut Grove, donc l'endroit où nous, on habitait pendant ces 2 mois, qui est une des zones les plus végétalisées de la ville. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il nous expliquait qu'il y avait plus de 80% des espèces végétales qui n'étaient pas endémiques de Floride, qui ne provenaient pas de la Floride, et qui étaient des espèces qui, malheureusement, avaient été importées et qui provenaient des Caraïbes. Et en fait, ça posait tout un tas de problèmes, c'est-à-dire à savoir une évolution, on va dire, de la faune locale, donc les animaux, les insectes. En fait, on pourrait se dire que c'est pas très grave en soi, mais ça a des répercussions qui sont hyper importantes, parce que du coup, il y a des espèces qui disparaissent. Et ils ont vraiment cette problématique à Miami avec les espèces invasives, que ça soit par exemple avec les iguanes, ou alors avec des espèces végétales qui n'ont rien à faire là. Et en fait, ça modifie les écosystèmes en place. Donc ça a été vraiment la première rencontre qui nous a fait prendre conscience que ah ouais, il y a vraiment aussi cette problématique-là, indépendamment des mangroves, c'est cette notion d'espèce invasive qui détruit tout. Et en fait, la question que moi je lui ai posée, c'était assez simple, c'est finalement qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que toi tu souhaites faire pour faire changer un peu les choses, parce que tu as cette compréhension-là et tu le vois sur le terrain tous les jours, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et la réponse, elle est très simple, c'est finalement une sensibilisation autour de ces questions. Et finalement, c'est ce qu'il essaye de faire, mais voilà, il est scientifique. Comme il l'explique, malheureusement, il a un langage qui, c'est pas qu'il n'est pas adapté, mais voilà, il n'a pas forcément les bons mots pour pouvoir sensibiliser les gens, et surtout comment est-ce qu'on peut le faire. Donc ça, c'était le premier point de départ, de se dire, ok, en fait, il y a déjà cet aspect de sensibilisation à développer autour de ces questions-là. Le second rendez-vous qui a été vraiment intéressant pour moi, c'était Roberto Rovira, qui est un architecte paysagiste. Et lui, il a la particularité de travailler vraiment avec l'élément végétal dans tous ses projets, mais il ne travaille qu'avec des espèces endémiques, c'est-à-dire qu'il se refuse à travailler avec des espèces qui ne sont pas originaires de Floride, ce qui fait qu'il a vraiment une approche éthique sur ces questions-là. Il a développé un projet qui s'appelle EcoAtlas, qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il a identifié toutes les espèces animales et végétales qu'on pouvait trouver en Floride. Alors c'est un gros travail, hein. Il a été primé pour ça d'ailleurs. Et en fait, sous le modèle d'un calendrier annuel, il arrive à montrer par les symboles à quelle période, par exemple, une plante va être en floraison, à quelle période un insecte ou un animal va être dans sa période de reproduction, ce qui va finalement lui permettre de sélectionner des plantes en fonction des endroits et du coup de pouvoir repeupler ou pas en fonction de ces critères. Donc ça, voilà, c'était pour moi le rendez-vous intéressant parce que ça faisait quand même une certaine connexion avec mon approche, on va dire, un peu créatif. Ça rendait finalement... il y avait une matérialité finalement là-dedans dans son approche qui faisait qu'il y avait des liens et des connexions possibles, même en termes de partenariat. Et la troisième rencontre qui a été vraiment marquante pour nous et qui d'ailleurs aujourd'hui fait office d'un partenariat, en tout cas d'une collaboration, c'est avec John Bailey, que vous avez vu dans le petit film, qui est un artiste, mais moi j'aime bien l'appeler le Mike Horn floridien, parce qu'il a vraiment cette dimension un peu d'explorateur, d'aventurier. Il connaît très très bien les Everglades parce qu'il était en fait en résidence à Deering Estate dans le sud de Miami. Et en fait, tous les jours, il nageait pratiquement dans les marécages et dans les mangroves. Et en fait, le jour où je l'ai rencontré, il commençait à me raconter une anecdote comme quoi en fait, un jour, il était en train de nager, qu'il s'était cogné la tête contre un requin et que en fait, les deux s'étaient fait peur mutuellement. Et ce jour-là, je me suis dit qu'il était un peu fou. Mais qu'en même temps, j'avais envie de le suivre parce qu'il y avait quelque chose de tellement rassurant qu'il nous a emmenés finalement dans les Everglades. Donc on a pu faire ce que peu de gens font à Miami, que ce soit des touristes ou des Floridiens, c'est-à-dire vraiment pouvoir randonner dans les marécages, en sachant qu'il y a des alligators là-dedans, enfin il y a pas mal de bestioles. Bon, moi, voilà, j'en menais pas large, mais voilà, c'est passé. Mais c'était intéressant parce que ça nous a permis de voir en direct qu'est-ce que ça signifie finalement l'écosystème des Everglades. Les Everglades, c'est incroyable parce que c'est vraiment un écosystème qui permet
finalement en fait, ça distribue toute l'eau potable de la Floride. Ça provient des Everglades. En fait, c'est un écosystème qui est très particulier dans le sens où dans la géologie, vous avez une roche calcaire donc, qui s'appelle le marl, je crois, et qui est un mélange entre de l'argile et du calcium. Donc c'est une roche sédimentaire, mais qui est très poreux, fossile. Et en fait, elle a cette capacité de laisser passer l'eau, donc par capillarité, elle remonte à la surface. Et en fait, vous pouvez voir sur l'image du dessous avec cette mousse. Donc ça a l'air un peu crade comme ça, mais c'est une mousse qui est très intéressante parce qu'elle a la capacité de filtrer l'eau. Et là, dans les endroits où on s'est baladé, John m'expliquait que si j'avais envie de boire de l'eau, je pouvais la boire, je ne tomberais pas malade. Quand même, on est dans un marécage, en fait, la roche plus la mousse faisait que cette eau était potable, elle était pure. Donc c'était vraiment intéressant. Et voilà, c'est là où on touche un peu au sujet principal de la résidence. Finalement, les Everglades, c'est vraiment apparu comme étant le sujet, parce qu'en Floride, vous avez une topographie qui est extrêmement linéaire, c'est-à-dire que vous prenez 1 mètre d'élévation du niveau de la mer et vous vous retrouvez avec une grosse partie de la Floride qui est sous l'eau. Bon, là, on ne voit pas forcément très bien, mais la pointe sud où il y a les Everglades, il prévoit que d'ici 2100, il y a presque la moitié qui va disparaître. Et à Miami, c'est pas mieux. Il y a une grosse partie, par exemple la moitié de la ville de Miami, qui serait sous l'eau. Donc il y a vraiment un enjeu à faire attention, à sauvegarder ces écosystèmes et finalement à modifier aussi notre mode de fonctionnement. Donc voilà, si vous voulez, ça a été un vrai sujet pour moi parce que la Floride, c'est un État qui est très conservateur. Et il y a une grosse quantité de gens qui votent pour Trump, qui ne croient pas au changement climatique. On a rencontré des gens qui nous disaient droit dans les yeux, non mais le changement climatique n'existe pas. Et en gros, s'il y a un problème, les scientifiques trouveront une solution. Et il y en a aussi certains qui nous ont dit, de toute façon, dans 20 ou 30 ans, je serai mort, donc ce sera le problème de mes enfants. Je vous assure que c'est vrai, c'est pas, je vous mens pas. Et c'est vrai que c'était assez dur à certains moments. Et en même temps, c'était hyper intéressant parce qu'on a rencontré des gens qui étaient très actifs, qui avaient vraiment une éthique, qui essayaient vraiment aussi de faire bouger les choses. Et voilà, il y a aussi de l'espoir, quoi. Moi, je vous avoue que quand on est arrivé à Miami, pendant 2 semaines, on était là, on voyait les gros 4x4, on voyait l'herbe arrosée alors qu'il faisait 35 degrés, la clim à fond. On se disait, ah oui, on est sur notre planète, quoi. Si vous voulez, en Europe, on a quand même ce truc où aujourd'hui, il y a quand même une certaine sensibilisation, il y a quand même une certaine acceptation qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, il y a quelque chose qui est en train de changer aujourd'hui au niveau climatique. Et là-bas, on a l'impression quand même que c'est pas tout à fait ça, pour le dire convenablement. Et voilà, du coup, je vous ai mis quand même une petite photo de l'alligator parce que voilà, on en a quand même vu quelques-uns. Mais la résidence, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on a pu rencontrer énormément de gens, des gens qui étaient experts dans leur domaine, mais toujours en lien avec le sujet qui nous intéressait, donc qui traitaient la question différemment. Mais en fait, le simple fait de pouvoir rencontrer ces gens et de croiser les informations, ça nous permettait d'avoir une masse de données qui ensuite pourra être réinvestie dans le projet. Et ça, c'était vraiment intéressant. Il y avait forcément aussi la découverte d'une autre culture, même si on n'est pas forcément inconnu par rapport aux États-Unis. Mais voilà, ça a été quand même aussi intéressant à ce niveau-là. Il y a des partenariats qui du coup ont découlé aussi de cette résidence. Avec Nicolas Pinon, du coup, on a exposé lors de Design Miami il y a quelques semaines. On a pu du coup recontacter les gens que j'avais rencontrés durant ma résidence pour aller encore un peu plus loin dans les concepts concernant le projet. Et en fait, tout l'objectif de la résidence, pour moi, sur un projet, enfin sur une démarche aussi conceptuelle, sur un sujet un peu, pour moi, qui est abstrait, parce qu'il n'y a pas de matérialité, c'est d'arriver à traduire tout ce que j'ai observé avec mon langage et mes outils. Voilà, moi, je suis à la fois designer, à la fois créateur, c'est-à-dire que je fabrique des objets. Comment est-ce que j'arrive à retranscrire tout ce que j'ai observé sous la forme d'un projet ? Et ça, c'est la vraie question aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'ai pas encore finalisé le projet, je ne l'ai pas encore abouti conceptuellement, mais à un moment donné, il va falloir que je passe le cap, et c'est là où la difficulté va résider. Donc, par rapport au projet, juste pour vous en dire 2 mots, en fait, il y a 2 aspects. Le premier aspect, ça va être vraiment un projet de sensibilisation, donc peut-être sous la forme d'un dispositif. L'idée, ça serait vraiment de travailler avec les jeunes générations, parce que finalement, si on veut amener un peu de changement et sensibiliser la population sur ces questions liées aux écosystèmes et aux évolutions, ça va être vraiment de travailler avec des jeunes. Ça va être vraiment d'essayer de leur montrer, d'essayer de les toucher un petit peu à ce niveau-là. Et le deuxième aspect du projet que j'aimerais mettre en place,
C'est un projet plus matériel, c'est-à-dire de pouvoir travailler avec cette roche calcaire qu'on trouve dans les Everglades et qui a des propriétés de filtration, des propriétés de porosité. Et en fait, là, il y a quelque chose d'intéressant à mettre en place parce que du coup, ça serait la possibilité de mettre en valeur aussi cet environnement et cette matière au sein d'un objet ou voilà, d'un dispositif. Donc voilà, un peu ce que je voulais dire de ma résidence à la Villa Albertine. Malheureusement, j'ai pas de photos d'objets finis, hein, désolé. Mais voilà, c'est en cours et c'est vrai que ça prend du temps. Comme je disais, c'est pas une résidence de production. Et voilà, on a aussi cette chance de pouvoir partir là-bas pour rencontrer des gens, pour pouvoir rencontrer une culture, et aussi que ça nous inspire, nous, dans notre quotidien et dans nos travaux, quoi. Donc voilà ce que je voulais en dire. Merci. Merci beaucoup. Et je confirme que ses jambes sont là et l'alligator ne l'a pas utilisé comme petit déjeuner. Donc, j'avais un bâton pour me défendre. Okay. Très bien. Ben, merci en tout cas, Dimitri. Et en tout cas, tu montres bien de tout l'intérêt d'une résidence de recherche. C'est pas tellement trouver que de poser des questions. Dans un monde de la rapidité, dans un monde où on n'a pas toujours le temps. Là, tu as pris le temps et c'est pas tant la question du résultat, parce qu'il y aura un résultat, forcément, même s'il n'y en a pas, c'est déjà un résultat. Mais au moins, tu as mis en application un doute, un questionnement, et je dirais que tu as suivi un processus de designer, c'est-à-dire face à un milieu, face à une problématique, c'est comment, par l'entretien, par la recherche, tu poses des fondements, sans forcément de résultats, mais au moins poser des questions. Et ça, c'est déjà plus de 50% du travail est fait. Donc que tu n'aies pas de choses à montrer, pas tout de suite, mais je suis sûr que ça va innerver tout ton projet futur sur d'autres choses. Tu reviendras, tu repartiras, et c'est normal. Alors j'arrête de parler. Y a-t-il des questions dans la salle? Faites pas les timides. Je la pose. Ah, pardon, il y en a une. Allez-y. Bonsoir. Comment se sont organisées la rencontre avec tous les acteurs dont tu parles? Est-ce que c'est toi qui les as sourcés? Est-ce que tu as eu l'aide justement des personnes sur place pour les rencontrer? C'est une bonne question, merci. Bonsoir. Alors, l'avantage, encore une fois, c'est qu'on avait Anthony Dominguez, qui était l'attaché culturel qu'on avait en contact. Et finalement, grâce à lui, on a pu rencontrer les premières personnes. Et en fait, toute la difficulté d'une résidence comme ça, c'est aussi d'avoir une certaine autonomie. Parce que, vous savez, vous n'êtes pas dans un lieu clos avec plein d'autres personnes. Vous êtes aussi un peu seul, il faut dire ce qui est. Et la difficulté, c'est d'arriver à créer des connexions. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des rencontres, que telle personne, parce que vous avez échangé, vous donne un autre contact et qu'ensuite, vous arriviez à capitaliser dessus. Et ça, c'était un vrai sujet. C'est pour ça que je dis que finalement, au bout de la 6e semaine, ça commence à devenir intéressant parce qu'il a fallu cette inertie. C'est-à-dire, on rencontre les premières personnes et au fur et à mesure, on commence à connecter les gens qui sont vraiment en lien avec le sujet qu'on veut travailler. Et c'était presque frustrant de partir au bout de 2 mois en se disant « Ah, on serait resté encore 1 mois ou 2 de plus et qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait presque pu matérialiser peut-être quelque chose, je ne sais pas. » Mais ouais, il y a cette difficulté et je pense que ce qui est déterminant, c'est cette capacité qu'on peut avoir à aller vers l'autre, à être dans une ouverture, à essayer de le comprendre, à essayer d'être curieux aussi de ce qu'il raconte. Et en fait, ça fait toute la différence. Et je pense qu'on ne vit pas du tout de la même façon les résidences. Et moi, j'ai eu des retours de gens qui ont fait la Villa Albertine et qui n'avaient pas spécialement apprécié ce format-là parce qu'en fait, ils se sentaient un peu perdus. Voilà. Oui, alors, être perdu, c'est le caractère de certaines personnes, même à la Villa Médicis, ils sont là, il y a tout ce qu'il faut, ils sont quand même perdus. Donc, je dirais, ils sont perdus pour la bonne cause. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Et Vlan, c'est fait. Non. Les questions ne sont pas retenues. Non, peut-être juste préciser, la Villa Albertine, comme son nom ne l'indique pas, c'est pas un lieu en fait. C'est une mise en réseau. En fait, la Villa Albertine, ce sont
les relais des instituts français qui sont liés au consulat français aux États-Unis. Donc je crois qu'il y a 12 consulats aux États-Unis. Donc dans chaque consulat, il y a un attaché culturel, un COCAC, comme on dit, un conseiller création artistique. Et en fait, la Villa Albertine est le relais dans chaque ville. Donc un projet se fait à partir d'un candidat veut travailler sur une zone géographique où il y a un institut français et donc un représentant. Et c'est ce représentant qui va, par rapport au projet, qui va commencer à faire les balbutiements de la mise en réseau. C'est pas quelqu'un depuis Paris ou depuis Marseille ou depuis Toulouse qui va dire tiens, je vais aller voir un tel. Il peut avoir quelques personnes, mais c'est justement le représentant français sur place qui va travailler les mises en réseau. Et c'est ça qui est très original dans la Villa Albertine. Ce n'est plus un lieu unique où on vient et on tâtonne, on va dans un territoire parce qu'on a un projet lié à un territoire donné. Je crois que j'ai à peu près bien défini la Villa Albertine, qui est gérée donc par l'Institut français, qui est lui-même une entité du ministère des Affaires étrangères. J'ai trop parlé. Une autre question ? Quels sont, par rapport justement à ta démarche de designer, et tu es retourné à Design Miami, comment tu vois le design de ton point de vue, c'est-à-dire certains par un petit bout parce qu'on ne peut pas tout connaître, mais cette approche de design, notamment par rapport à la question de la transition écologique, est-ce que, j'imagine certains Américains se sentent concernés, d'autres beaucoup moins, mais du coup, cette production du design qui en France est très de plus en plus imprégnée de cette problématique des matériaux, du développement durable, de la transition écologique. Est-ce qu'aux États-Unis, quelles sont leurs problématiques ? Est-ce que comment tu l'as perçu ? Pour être tout à fait honnête, c'est vrai que j'ai été assez surpris parce que la Floride, notamment Miami, c'est vraiment un laboratoire dans le sens où ils ont conscience que dans quelques décennies, ils vont être vraiment aux premières loges de ce qui va se passer. C'est-à-dire que de notre vivant, de mon vivant en tout cas, c'est sûr que je vais entendre parler de Miami parce que il va y avoir des problématiques avec l'élévation du niveau de la mer. Ils l'ont déjà avec les ouragans. Et ils l'ont déjà avec les ouragans, c'est-à-dire qu'il y a des zones où ils ont détruit les mangroves. Par exemple, quand il y a eu l'ouragan Ian à Fort Maple et à Naples, Fort Myers et Naples sur la côte ouest, les endroits où ils avaient détruit les mangroves, où ils avaient construit, donc c'était pas constructible, c'était complètement détruit, ils se sont retrouvés avec 2-3 mètres d'eau dans les rues, il y a eu des centaines de morts. Et en fait, ils se rendent bien compte qu'aujourd'hui, quand il y a des ouragans, les seules zones qui sont les moins abîmées, c'est les endroits où il y a les mangroves. Donc bon, voilà, ces petites digressions, mais c'est comme si ils avaient conscience qu'il y avait un problème, mais qu'en même temps, ils fermaient les yeux là-dessus, parce que ça voudrait dire remettre en question aussi des modes de fonctionnement, des modes de vie, et qui sont pour la grande majorité pas prêts à faire le pas. Et je pense qu'en fait, malheureusement, il y aura ce besoin d'aller jusqu'au bout, et après de se relever avec ce qui restera. C'est terrible, mais c'est moi le ressenti que j'en ai eu. Après, concernant ta question, j'ai pas forcément vu de projet comme on peut le voir par exemple en France, avec toute cette travail sur les matériaux, sur re-questionner les process de fabrication, les matériaux éco, avec ce côté naturel de la matière. J'ai pas forcément vu ça à Design Miami. J'ai vu vraiment du design de galerie, du design pour des gens qui ont de l'argent. Et en même temps, j'ai pas forcément de jugement à émettre là-dessus. C'est encore une fois une autre culture, une autre approche. Mais voilà, c'est sûr que je me sentais pas forcément en lien ou en connexion avec cette approche-là. Mais en même temps, quand j'étais en résidence, j'ai rencontré des jeunes aussi et des moins jeunes qui avaient envie de faire bouger les choses, qui du coup se réunissaient, qui organisaient des colloques, qui organisaient des événements. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, il y a encore de l'espoir, quoi. Mais après, ça doit être une volonté politique. S'il n'y a pas de volonté politique, en fait, on ne peut pas juste remettre tout sur les épaules de la population, ça ne marchera pas, en fait. Le problème, il est véritablement là. Et en fait, ça ne concerne pas que les États-Unis, ça concerne un ensemble de pays, finalement. Micro. Vous donnez le micro. On s'est entendu. Oui, merci. Oui, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des écoles de design aux États-Unis ? Alors, oui. Il y en a une dans le Nord. Nous, on n'y est pas allé avec Félix. Mais effectivement, alors c'est du design produit, mais c'est plus l'école en question, c'est plus une école de mode.
Bon. Mais on n'a pas eu l'occasion d'y aller. Après, il y en a une, mais j'ai pas vu en tout cas de projet. On m'a pas parlé de projet avec les gens que j'ai rencontrés qui avaient cette approche, en tout cas sur les matériaux ou sur une dimension écologique. Par contre, j'ai rencontré des artistes, par exemple à Bakehouse Art Complex, et j'ai rencontré un certain nombre d'artistes qui avaient vraiment des démarches sur la sensibilisation autour des Everglades, autour du végétal. Enfin, il y a des démarches, par contre, que j'ai pu percevoir dans le milieu artistique où voilà, ils essayent de faire des choses. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a un design américain? Parce que bon, on parle de design italien ou d'autres designs, mais est-ce qu'il existe un design américain? J'ai aucune idée. Bah, en tout cas, s'il existe, moi, je ne l'ai pas vu à Miami. Je ne veux pas vous mentir. Mais non, ce que je vous dis, ce que j'ai vu à Design Miami, vous avez le Art Basel en décembre, et vous avez aussi le Design Miami. Donc c'est plutôt des galeries qui viennent un peu du monde entier et qui présentent du design de galerie, donc du design des pièces, comme je vous dis, extrêmement chères. D'exception. Des talents d'exception. Mais voilà, c'était pas représentatif, en tout cas des États-Unis, ce que j'ai vu, moi en tout cas à Design Miami. Voilà. Pour être tout à fait honnête. Je pourrais pas vous en dire plus, que honnêtement, j'ai pas vu grand-chose à ce niveau-là. Et d'ailleurs, j'ai choisi aussi ce sujet-là parce que à Miami, dans mes recherches par rapport même à l'artisanat ou au design, j'ai pas forcément trouvé énormément de matière à creuser. Alors j'aurais pu aller dans cette direction, hein, mais je m'étais dit que ça pouvait être aussi intéressant de prendre un sujet que je ne maîtrisais absolument pas et que du coup je puisse construire la matière du projet juste en étant sur place et en rencontrant du monde. Bon, l'écran s'est éteint, on va passer au suivant. Bon, merci beaucoup en tout cas Dimitri, et puis il y aura Merci des questions après. Petite coupure. Nous continuons notre rencontre dédiée à la Villa Albertine avec un deuxième parcours d'exception, François-Xavier Richard, qui là est aussi un habitué, puisqu'il est venu il y a quelques années, et qui est le créateur de l'atelier de Dauphard, et qui là aussi a un parcours de reconnaissance nationale et internationale, qui est à la fois évidemment lauréat de la Villa Albertine, mais aussi lauréat de la Fondation Bettencourt. Et je ne citerai pas tous les éléments de réussite, mais surtout, ce qui est singulier chez François-Xavier, c'est d'avoir réinterrogé, re-questionné, retravaillé la surface du mur, notamment le papier peint, mais pas uniquement, et il en parlera évidemment sur ses recherches. Et donc, l'autre aspect intéressant aussi, c'est que c'était une personnalité qui vient de l'espace théâtral, de la scénographie, du théâtre, d'où l'intérêt aussi de penser l'art décoratif comme un espace de représentation, comme un espace à jouer et un espace à déformer peut-être. Donc là, François-Xavier est un lauréat de la Villa Albertine plus récent et qui l'a amené à New York, donc dans une autre ville des États-Unis. Et donc maintenant, il va nous faire part à la fois de son activité et de son séjour aux États-Unis. Merci Marc pour cette présentation. Oui, moi j'ai pas rencontré de requin et j'ai pas non plus rencontré d'or d'acier aux États-Unis. J'étais à New York. Je vais vous parler brièvement de ce qu'on fait et pourquoi partir à New York et aux États-Unis. Donc Atelier Dauphard, c'est un atelier que j'ai créé il y a 24 ans maintenant, qui a commencé en faisant du papier peint à la planche selon les techniques du XVIIIe siècle, en intégrant dans ces techniques les technologies nouvelles, puisque j'ai la faiblesse de penser que les technologies nouvelles sont le moyen de faire perdurer un métier de tradition, la tradition devant s'inscrire dans un temps qui est aussi le nôtre. Voilà. Et puis ensuite, de fil en aiguille, on s'est mis à transformer beaucoup de papier, et beaucoup de types de papier différents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se présente plus comme ennoblisseur de papier que comme fabricant de papier peint à la planche. Bon, en plus, dire fabricant de papier peint à la planche, c'est beaucoup trop long. Ennoblisseur de papier, c'est beaucoup mieux. On a fait beaucoup de projets transversaux dans lesquels on ne s'adressait pas que au mur, mais effectivement, on a beaucoup interrogé avec le papier peint la raison pour laquelle on met du papier peint sur les murs, ce qui est assez absurde en soi, parce que ça sert absolument à rien. C'est même parfois assez moche. Ça a été moche très longtemps. Mais j'ai appris en découvrant tout cet univers que, en fait,
il y avait derrière tout cet univers du papier peint, les graveurs, les dessinateurs, donc les graphistes d'aujourd'hui, les designers d'aujourd'hui, les fabricants de papier, les architectes, etc. Et que tout cet univers se croiser à travers ce qu'on appelle le papier peint. Et en fait, c'était un langage qui pouvait vraiment être très intéressant. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup de slides à vous montrer là-dessus parce que bon, c'était pas. Je vais plutôt vous parler de la Villa Albertine après. Vous pourrez découvrir tout ça sur des supports internet, etc. Comme vous le voulez. Voilà, j'ai eu la chance alors aussi, juste après, dans l'ennoblissement du papier, dans une démarche de réflexion écologique pour recycler nos chutes de papier. Il y a une dizaine d'années, j'ai remis au point une technique qui s'appelle le carton-pierre. En fait, j'aime aussi une chose, c'est de partir des savoir-faire anciens et d'essayer de comprendre pourquoi on les a abandonnés et d'essayer de savoir ce qu'ils peuvent nous offrir aujourd'hui. Je pense qu'ils répondent complètement aux problématiques sociétales de notre époque. Notamment pour l'écologie, notamment, tu me diras pas le contraire, Marc, je pense, sur le slow made, etc., sur la manière de réfléchir, une autre manière de vivre et d'aborder un objet, un espace de vie, etc., avec une autre manière de consommer aussi. Et donc est apparu ce carton-pierre, qui est une technique qui a disparu plus ou moins au début du XXe siècle, et qui est faite à base de papier mâché et de matière naturelle, et qui a une plasticité absolument incroyable, qu'on n'arrive pas à retrouver avec des résines et des matériaux composites, pour le coup. Et donc aujourd'hui, on est à 50% d'activité, de projet. J'en montrerai quand même un à la fin pour Design Miami, qui est notre activité aujourd'hui est basée à 50% sur la fabrication de projets avec du carton-pierre et conception et du papier peint. Voilà, donc j'ai eu la chance, avant de faire la Villa Albertine, de faire la Villa Kujuyama au Japon pendant 4 mois en 2017. Là, je ne vous montrerai pas non plus le projet, mais je peux vous en parler 2 minutes. Parce qu'en fait, la Villa Albertine, il y a 3 manières de partir là-bas. La manière grâce à laquelle Dimitri a pu partir. Une autre solution, c'est la Villa Rebond. C'est quand on a fait la Villa Kujuyama, on peut rebondir aux États-Unis, ce qui est très sympathique comme idée. Et puis après présenter un dossier avec un projet avec toujours pour ces villas Kujuyama, principalement Kujuyama et Albertine, l'idée de croiser vraiment les populations et de croiser les cultures françaises et japonaises pour Kujuyama, américaines pour la Villa Albertine. Et donc, ayant fait la Villa Kujuyama, j'ai pu partir faire la Villa Albertine. À Kujuyama, en fait, il y a cette idée que quand on fait une villa, quand on fait une résidence à l'étranger, d'une part, on vous invite à ne pas nécessairement produire. Bon, moi, je suis un peu un agité de la fabrication et de la production, donc ça me gênait un petit peu, mais bon, voilà, mais ça a aussi ses vertus. On est là pour rencontrer, réfléchir et surtout être déplacé dans notre culture et dans notre manière de voir les choses. Et la Villa Kujuyama, je suis arrivé avec un projet de recherche sur le son du papier. Parce que j'ai beaucoup transformé le papier, mais il y a une chose que j'avais jamais fait, c'était en fait de l'écouter et de m'y intéresser d'une manière beaucoup plus sensible. Et donc, parce qu'il faut dire que quand on fabrique du papier peint ou du carton-pierre, a fortiori, quand on le broie en petits morceaux, on le maltraite un peu. Et du coup, c'était l'idée de se concentrer sur une approche très sensorielle et très synesthésique de cette matière incroyable qu'est le papier, avec le Japon qui est quand même le pays du papier. Et donc, arrivant dans cette ville-là, on arrive, je ne sais pas si c'était, je pense que c'était peut-être le cas aussi de Dimitri, on arrive avec un projet en tête, puis il ne va pas du tout se passer ce qu'on avait imaginé. Et c'est ça qui est bon, parce que j'arrivais avec cette idée de son du papier, je voulais travailler avec le rapport du corps au papier, avec des danseurs, etc. Et les espaces qui sont offerts, parce que chaque résidence a ses contraintes et a ses intérêts aussi. La Villa Kujuyama, vous vivez dans un petit studio de 40 mètres carrés, et vous faites tout, vous dormez, vous travaillez, vous mangez là, vous vous lavez accessoirement, etc. Enfin voilà. Et donc dans 40 mètres carrés, c'était compliqué de faire ce projet autour du son du papier, des danseurs, etc. Donc je me suis rabattu sur une exploration du son du papier à travers un espace sonore que j'ai désigné comme un orgue de papier pour tout un ensemble de jeux, de mécanismes que je crée. J'en montrerai aussi une petite image puisque j'ai fait une version de voyage pour la Villa Albertine pour montrer un peu ce travail-là.
parce qu'en fait, je suis parti faire la Villa Albertine avec normalement le rebond de la Villa Kujuyama, donc le son du papier, et explorer le travail du son du papier avec des populations américaines et en l'occurrence à Miami. Sauf que ça ne s'est pas du tout présenté comme on l'imaginait, les connexions ne sont pas faites alors que je partais en résidence. Il voulait que je travaille avec notamment des musiciens caribéens pour faire tout un travail. Alors notamment, par exemple, je l'ai appris en m'intéressant à la villa autour du papier, que le premier harmonica c'était un morceau de papier dans un peigne, par exemple, des choses comme ça. Donc c'était aussi à explorer toute cette culture du papier et d'essayer de voir si on arrivait à faire les liens avec le son, la musique, voilà. Et donc les conditions ne sont pas faites. Donc je suis arrivé à la Villa Albertine et on m'a dit ça va pas se passer exactement comme tu l'avais prévu, mais très bien, on est là pour être déplacé et pour être aussi surpris et pas du tout être dans une zone de confort. Avec en plus cet aspect que tu as évoqué tout à l'heure, que la Villa Albertine, c'est pas un lieu, contrairement à la Villa Kujuyama où les résidents sont dans le même espace, donc il peut y avoir des échanges entre les résidents. Là, c'est complètement éclaté dans le pays. Il y a une Villa Albertine qui est à New York, qui est en face de Central Park, mais elle héberge personne, il n'y a pas d'atelier, il n'y a rien, donc on est chargé de trouver notre logement, notre espace de vie, on va créer notre vie nous-mêmes là-bas, et à partir de ce point-là, on va partir à la recherche d'eux. Et donc là, on m'a dit, voilà, tu vas aller explorer un lieu qu'on ne connaît pas, mais on voudra en savoir plus. C'est un lieu où un petit groupe de vétérans de l'armée américaine transforment leur uniforme en papier. Or, comme moi j'ai toute une démarche autour de la manière dont le papier est le relais et l'incubateur aussi de notre mémoire, de notre imaginaire, de nos premières pensées, de nos premiers gestes, etc. On a un rapport, ça c'est parce que je suis peut-être un peu un malade du papier, mais on a un rapport extrêmement proche avec le papier. En tout cas, nous on essaie de montrer qu'il existe encore et que il serait bon de le développer un petit peu pour offrir une alternative au digital qui est un peu en train de prendre en otage notre imaginaire, là où le papier peut au contraire être un révélateur. C'est ce que j'ai essayé de faire avec le son du papier. Et là, ce sujet du coup des vétérans qui transforment leur uniforme en papier, c'était un sujet qui n'était pas attendu, mais qui s'est présenté et qui a été une très heureuse en fait rencontre et qui a permis de transformer cette résidence en un moment assez incroyable et surtout avec un développement dont je vais vous parler après. Ce lieu s'appelle Frontline Paper. J'avais en fait dans les règles de ma résidence, j'avais que 4 rencontres prévues avec ces vétérans et en 4 rencontres, il fallait construire quelque chose. Mais quand vous allez, et c'est là que vous êtes un petit peu, vous êtes complètement déplacé. Alors si vous prenez le Japon, c'est un peu facile de se dire on est déplacé, puisque la culture japonaise est tellement éloignée de la nôtre et vous déplace tellement, même dans l'espace-temps, que ça paraît évident. Mais aux États-Unis, il y a une chose, par exemple, que je n'envisageais pas du tout et qui n'est pas du tout un réflexe français, même je pense européen. C'est que les choses passent beaucoup par du communauté. Et donc, vous devez faire une démarche un peu de communauté avant d'évaluer un quelconque sujet. Donc, je dois dire que la première rencontre a été très désagréable pour moi parce que j'avais pas compris, j'avais pas pris la mesure de cette dimension-là. Et heureusement, Olivier, à la Villa Albertine, parce qu'on n'est pas non plus tout seul, il y a des gens qui nous accompagnent. Je fais régulièrement des allers-retours avec la Villa Kujuyama, ça me permet de comparer un petit peu les deux, mais à Kujuyama vous avez des personnes qui vous aident à aller rencontrer les acteurs locaux, puisqu'on ne parle pas japonais, enfin en tout cas moi c'est mon cas, et donc ça vous permet, et puis on ne connaît pas tellement les coutumes japonaises, en tout cas pas dans les moindres détails, et c'est très important au Japon. Aux États-Unis, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il va falloir faire communauté. Donc moi, quand je suis arrivé, c'était efficacité à la française. Faut du sujet, faut envoyer, faut du concept, faut réfléchir et puis il faut envoyer. Non, là, l'idée, c'est qu'on a d'abord passé 4 heures à manger de la pizza et puis à découper un uniforme en petits morceaux.
Et je me disais, mais avec des ciseaux, ça prend des plombes, on fait ça, tac, massicot, boum boum, efficacité, truc. Non, parce que tout le travail, le premier travail à faire, c'est ce travail de constituer une communauté. Alors chez nous, quand on vous parle de communauté, c'est super louche, c'est du sectarisme, c'est du communautarisme, c'est des choses très étranges. Aux États-Unis, c'est complètement décomplexé à ce niveau-là. Il y a un truc comme ça. En fait, tout ce travail est l'occasion de se rencontrer, de faire société en fait autour d'un sujet et avec simplement une paire de ciseaux et un uniforme qu'on va mettre en morceaux. Donc on a eu des échanges. Donc je suis rentré la première fois de cette première rencontre avec les résidents. Je veux dire, j'étais un peu déprimé. Je me suis dit, il ne va rien se passer, ça va être l'horreur. Je vais devoir découper des uniformes. Et en plus, c'est 3 poches. On découpe 3 poches en 2 heures, alors qu'on pourrait faire ça. Enfin bon, j'aurais déjà fait 250 feuilles de papier, moi. Donc voilà, faut prendre ce temps, faut voilà, se laisser aussi guider par ce projet. Et puis c'est venu petit à petit, on s'est rencontrés une deuxième fois, on a encore mangé de la pizza, je vous rassure, on a encore découpé des uniformes, mais moi déjà j'étais plus dans le truc. Donc déjà quand ils m'ont présenté la boîte de cartouches, parce qu'évidemment il y a tout cet univers aussi qui est le leur, qui est l'univers des vétérans de l'armée américaine. Alors déjà, c'est pas du tout des gros mecs avec des gros guns et des gros trucks et des gros voilà, non, c'est des gens qui ont qui ont fait une démarche de catharsis, qui ont décidé de découper en morceaux ce qui a été leur outil de travail, mais plus que ça, qui a été un vêtement qu'ils ont porté dans des événements extrêmement douloureux, difficiles. Il y a cette démarche de le découper, mais bon, donc on les empêche pas de mettre leur paire de ciseaux dans des caisses de cartouches. Et voilà, on fait des petits carrés d'uniformes, de Marines, de tas de choses, et on va les découper. Et donc, c'est le fruit de ces rencontres, aussi accompagné par Olivier, qui est venu à la deuxième rencontre, que j'ai compris qu'en fait, quelle pouvait être ma place, parce qu'il fallait trouver sa place dans ce projet, et se dire, bon, ok, super, il y a une rencontre, on mange la pizza, tout ça, super, mais il faut construire quelque chose. Et qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, j'ai commencé à monter un projet. Donc là, le projet est très concret. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est écrit. C'est pas quelque chose sur lequel, pour l'instant, il y a des objets qui existent. Mais je vais pouvoir vous en parler très, très clairement. Juste pour vous montrer le processus, une fois qu'on a découpé les petits carrés de tissu, alors surtout on les mélange pas puisque c'est vraiment lié à la mémoire de la personne. C'est un objet qui est chargé, qui est un objet qui a une vraie valeur. On va la mettre dans une pile hollandaise, c'est donc une machine qui va permettre de broyer, de défaire les fibres. Et on va les mélanger à des fibres cellulose et on va obtenir des feuilles de papier. Ils vont donc fabriquer des feuilles de papier à partir de cet uniforme. Donc tout ça, c'est à chaque fois bien rangé, bien classé, parce que ça fait vraiment partie de la démarche aussi de tout le processus. Et ensuite, ils m'ont présenté un petit peu ce qu'ils faisaient avec ce papier. Donc avec ce papier, ils ont un atelier de gravure, donc ils font le papier au rez-de-chaussée, puis après ils ont un atelier de gravure au premier étage. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait probablement un croisement de culture à faire et puis probablement quelque chose d'intéressant à faire avec tout ce que je fais moi avec le papier et cette espèce d'obsession du papier que j'ai sous toutes ses formes. C'est qu'une des choses que je trouve un petit peu dommage dans la démarche, c'est que leur culture étant cette culture de l'armée, ils vont produire des images ensuite avec ce papier, des images de guerre. Ils vont continuer en fait sur le même registre. Donc il y a une catharsis qui est évidente, parce que vraiment, la catharsis, on l'a compris, c'est déjà de faire communauté, c'est déjà de couper ces petits morceaux de tissu en parlant, en disant moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, etc. Mais pour moi, il y a une transformation interne à vraiment travailler, il y a vraiment quelque chose à créer. Donc c'est là que moi, ça, je ne peux pas vous montrer le fruit de ça, parce que c'est une chose que j'ai rédigée, que j'ai pensée pendant cette résidence. Et donc je leur ai proposé une dizaine de workshops qui va un petit peu les sortir de cette
un petit peu de cette espèce de cercle dans lequel finalement ils ont en même temps un petit peu de mal à sortir. Il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis. C'est que ça fait vraiment partie de leur culture. Une dizaine de workshops avec nos savoir-faire pour se décomplexer aussi sur la manière d'utiliser ce papier, qui est un très beau papier. D'ailleurs, j'en ai ramené quelques feuilles, j'en ai là-bas, si vous voulez le toucher tout à l'heure. J'ai du papier de Marines, j'ai du papier de GI, de tout ce que vous voulez. C'est un beau papier et surtout, je trouve que c'est une vraie démarche, parce que quand vous dites à un Français, parce que la suite de la démarche, c'était de dire, OK, maintenant, mettons-le au miroir de la culture française et voyons ce que ça donne. Donc, je peux vous dire que quand j'ai rencontré les premiers généraux, etc., pour leur dire, bon voilà, je vais vous proposer un truc, on va prendre votre uniforme, on va le couper en morceaux, des petits carrés, voyez, et puis on va faire de la purée, puis on va faire du papier. Bah ouais, il n'y a pas de problème. Et là, les Français vont vous dire, mais c'est super bizarre comme démarche, c'est même malsain comme démarche. Vous voyez, c'est un truc... Et je leur dis, voilà, en fait, je ne vais pas vous expliquer le comment, du pourquoi et le bien fondé de cette démarche. Je vais vous donner un exemple simple. Dès le deuxième jour, un des vétérans qui encadre le projet m'a dit, voilà, il y a 15 jours, j'ai une femme qui est venue me voir et qui m'a amené un uniforme. Et elle me l'a posé sur la table, elle a dit, j'ai appris votre existence, je voudrais transformer cet uniforme en papier. Ok, pas de problème, c'est l'uniforme de qui? C'est l'uniforme de mon fils qui est mort en Irak et je ne peux plus supporter la vue de cet uniforme. Donc je ne peux pas le jeter à la poubelle, je ne peux pas le donner, je ne peux pas le mettre à Emmaüs. Bon, il n'y a pas d'Emmaüs aux États-Unis, mais bon, vous imaginez, à Urban Jungle ou je ne sais quoi. Je ne peux pas me séparer de cette mémoire, mais je ne veux plus de cette forme de mémoire. Je voudrais le transformer et je voudrais en sortir. Donc on sort à peu près entre 30 et 50 feuilles de papier d'un uniforme. Je veux transformer cet uniforme et je veux m'apaiser avec cette mémoire, etc. Et voilà, c'est cette démarche qui devient complètement incroyable et dans laquelle, du coup, j'ai commencé à travailler avec l'armée française de là-bas et maintenant à Tours pour monter un projet sur lequel on va faire une antenne de Frontline Paper en France, pour proposer à l'armée française qui commence à comprendre en fait progressivement l'intérêt de la démarche. Et donc on va mettre tout un comité scientifique, y compris de psychiatres spécialisés dans les traumas, etc. On l'ouvrira ensuite, cette démarche, à toutes les personnes qui ont porté un uniforme et qui ont vécu des moments traumatiques et qui peuvent transformer leur uniforme en papier et ensuite faire de ce papier tout un ensemble de choses, jusqu'à l'objet en faisant du carton-pierre, parce que même l'avantage du carton-pierre, par exemple, c'est qu'on peut recycler même les insignes et les boutons, ce qu'on ne peut pas faire dans le papier. Donc on recyclera vraiment la totalité de l'uniforme dans ce processus. Et de proposer un ensemble d'approches du design, de la décoration, à partir de ces uniformes transformés, puis de les remettre aussi dans le circuit de l'armée, proposer à des généraux, au lieu de mettre le poster, bon, ils sont obligés de mettre le poster la photo du président, mais bon, là voilà, on leur proposera d'autres œuvres qui seront de vraies œuvres, encadrées aussi avec des collaborations d'artistes, etc., avec des démarches d'édition autour de ces uniformes, pour que ces papiers ne deviennent pas juste, entre guillemets, des gravures qui ne sont pas forcément le reflet de ce travail, de la reconstruction, mais vraiment le travail de cette sublimation d'un événement qui a été compliqué à travers une matière qui est une matière que je trouve une matière apaisante. Et j'ai eu ce témoignage, par exemple, quand j'ai parlé du son du papier au Japon, où j'interrogeais les gens en disant le son du papier, le papier et le son du papier, ça veut dire quoi pour vous? Alors j'ai eu des réponses assez incroyables avec des gens qui étaient presque gênés, comme si je leur demandais de se déshabiller. Mais après, les réponses venaient avec, voilà, c'est vraiment dans leur culture. Et notamment une personne qui me disait, le papier pour moi est très important parce qu'il est une protection, il protège une pensée, là où le digital, et on le sait, il y a des data centers entiers qui brûlent, etc. Ça arrive aussi. Le papier, même si la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé, ça peut arriver, le papier quand même peut conserver aussi cette image, et surtout, elle incarne les choses. Donc l'idée de ce projet, c'est vraiment d'incarner la mémoire à travers un matériau, une matière très transformative,
et de sortir un petit peu de cette espèce de processus, de poursuivre encore ce processus, et de le faire notamment en croisant deux cultures, la culture américaine et la culture française. Voilà, pour terminer, donc voilà, j'avais un orgue de papier de voyage, voilà, quoi à peu près ressemble à un orgue de papier. C'est un ensemble de mécanismes qui vont produire plein de sons qui vous touchent ou pas d'ailleurs, qui vont de la page d'un livre qu'on tourne au froissement d'un papier d'emballage, voilà, simplement le son d'une feuille de papier. Peut je pense, vous emmener dans une forme d'imaginaire. Et puis, souvent, alors ça, c'est une chose qui colle pas mal au papier, c'est que souvent, le papier est évocateur de... alors, typiquement, vous voyez là sur la photo, il y a des claviers de fouet de papier, ce qui est à gauche. Quand vous actionnez une touche, ça fait claquer un papier, comme quand certains gamins, alors bon, d'une autre époque, parce qu'on est passé à d'autres technologies, mais vous preniez deux lamelles de papier, vous les claquiez, et ça faisait un petit pétard, voilà. Ou la feuille, la petite herbe que vous mettiez entre les pouces comme ça, voilà, c'est tous ces petits gestes qui sont des gestes de rien. Comme le papier est une matière de rien, c'est une matière voilà, qui a même été assez décriée, qui revient, je pense, pas mal aussi parce qu'elle propose une très belle alternative, notamment au digital, que je mets en mouvement et ensuite qui est activée par tout type d'artistes. Ça peut être des musiciens, mais pas que, des vidéastes, ce sont des supports aussi pour des projections d'images si on veut, etc. Voilà. Et puis une dernière petite expédition il y a quelques mois à Miami avec la queue du papier, tout à base de papier, avec nos savoir-faire, carton-pierre et feuilles de papier, avec Design Miami que nous avons eu la chance de faire avec Dimitri. Où on a proposé une scénographie, une pièce immersive qui est faite entièrement de carton-pierre et de papier découpé. Et là, ce qui nous intéressait, y compris, là, vous avez au fond, vous voyez une causeuse, enfin voilà, qui est en draperie de carton-pierre. Voilà. Et donc, l'idée de cette scénographie, c'était de montrer aussi la métamorphose de la matière et puis de prouver aussi une petite chose, c'est que on pouvait faire une scénographie de 25 mètres carrés en 10 jours et en transportant tout sans forcément battre des records de pollution, etc. Puisque la totalité de la scénographie pèse 400 kilos. Avec 9 colonnes de 2,50 m, etc. Enfin, voilà. Donc il y a un vrai intérêt aussi à utiliser ces matières quand elles sont utilisées avec raison. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Bon, le papier étant un sujet infini, je peux être intarissable, donc vaut mieux que tu m'arrêtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François-Xavier, de nous avoir montré comment on passe d'une enveloppe, d'une peau à une page à écrire. Je pense que dans la métaphore, évidemment... Je la note. Et on pourra apprécier aussi que nos généraux ont été quand même rapides, parce que j'imagine qu'entre le moment où tu les as alertés sur le sujet et où là tu as un projet, c'est quand même que quelques mois, où ça a été assez rapide. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a des problématiques qui sont à l'œuvre. Et je trouve que dans les deux interventions, on voit bien que face à un défi, face à des traumatismes, futurs présents ou futurs présents aussi, le métier d'art, le designer, l'exécution par la matière permet à la fois la bonne exécution, mais aussi d'une retour de la poétique. Et là, comme tu as cité le slow made, un des mots du slow made, c'est réenchanter le réel. Et là, on voit bien que le réel dramatique, il peut être réenchanté pour aller vers autre chose de beaucoup plus poétique. Bon, j'arrête de parler, je laisse la parole à la salle et n'hésitez pas. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, il y a aussi le fait que, j'ai oublié de mentionner, le fait que j'ai aussi vendu le projet parce qu'on l'inscrit dans un projet qu'on est en train de construire d'une cité du papier. Il existe en France... la cité de la tapisserie, Aubusson, la cité de la céramique Sèvres, la cité du verre, Meisenthal, etc. Il n'en existe pas pour le papier qui pourtant accompagne beaucoup nos vies et touche beaucoup de monde, de l'édition à l'alimentaire en passant par l'industrie et tout ce qu'on veut.
Et donc, c'est ça aussi l'idée, c'est d'inscrire cette communauté, cette démarche de transformation au sein d'une cité dans laquelle l'atelier Dauphard, évidemment, sera présente pour ouvrir aussi ses savoir-faire à cette expérience, mais aussi un musée de la typographie qu'on est en train de récupérer, etc. Et tout ce qui va tourner autour du papier, tous les acteurs du papier qui ont des choses un peu intéressantes à raconter. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions ? Dans tes exemples, je cite la cité de la Tôle de Jouy, qui est en train de se constituer. C'est intéressant de voir qu'il y a des savoir-faire comme ça qui ont disparu. Alors le papier n'a pas disparu, mais c'est intéressant de voir qu'il y a une volonté multiple de retrouver ces savoir-faire pour raconter autre chose différemment. Et qui réfléchit aussi à la transmission. C'est aussi un des aspects très importants, c'est qu'une des formation, transmission. Jouy, comme Sèvres et les autres, réfléchissent systématiquement à l'idée de la transmission et de voir comment on peut transmettre et faire perdurer ces métiers, pas parce qu'on est dans la nostalgie, mais parce qu'on est dans un futur sain. Enfin, on essaie de viser un futur un peu sain, un peu positif. Tout le monde vous entend. D'accord, merci. Est-ce que le papier peint continue à exister en France ? Ah oui. Alors nous, on en fait. Non, il n'y a pas que nous dans le papier peint. Attention, oh là là. Non. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait du papier peint et il a dit qu'il n'y avait que 2 ou 3 sociétés en France qui continuent à exister. Alors, comment on le fait ? Nous, on est que quelques-uns dans le monde à fabriquer du papier peint à la planche, à la main. A fortiori, nous, on a développé tout un ensemble de savoir-faire avec des gaufrages, des tontis et des tas de techniques qui nous viennent des 18 et 19e siècles. Mais donc ça, oui, là, on devient très rare. Mais oui, bien sûr, le papier peint revient sous plein de formes. Voilà. Alors, pour le meilleur et pour le pire, comme toujours, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses un peu gadgets, des choses pas très intéressantes. Ça restera toujours aussi un petit peu moche, mais comme plein de trucs. Voilà. Mais il y a aussi des très belles choses. Et quand vous prenez il y a des choses incroyables et il y a des très belles choses qui se passent encore aujourd'hui avec le papier peint. Mais moi, quand j'ai commencé il y a 24 ans, je peux vous dire que c'était galère, parce que le papier peint, c'était vraiment le truc moche dont personne ne voulait parler. Puis il y a même le retour, et moi j'adore, des panoramiques. Ah ouais. Il y a Zuber, évidemment, mais même le retour du panoramique, c'est-à-dire des grands murs qui sont des paysages, et ça revient vraiment. On voyageait depuis son salon, et puis surtout, c'est l'idée que, contrairement à la télévision, on est dans une démarche passive. Dans un paysage, dans un panoramique, on se projette. On va chercher des choses. On n'est pas. Donc c'est aussi ça. C'est l'idée que le papier n'est pas passif. Le papier est actif. Il me semble qu'il y a un musée du papier peint en Alsace ou quelque chose. Rixheim. Rixheim, voilà, c'est ça. Il y a Rixheim, il y a la bibliothèque Forney à Paris qui est très bien équipée. Puis la plus grande collection de France, c'est le musée des Arts décoratifs de Paris avec plus de 400 000 documents de papier peint, donc qui sort pas toujours, mais parce que le papier peint n'est pas toujours très bien vu, parce que notamment, je pense que le papier est un matériau auquel on attribue peu de noblesse. Donc toute l'idée, c'est de dire, mais non, mais la noblesse vient pas de la matière elle-même, elle vient de ce qu'elle porte, cette matière, et elle porte beaucoup de choses. Et votre musée, qu'est-ce que vous allez y mettre dans votre musée, enfin, moi, c'est pas tellement un musée, c'est une cité du papier où c'est plutôt la cité du papier. Dauphard, il y aura la maison Dauphard dans laquelle il y a aussi des enfants deux de mes enfants qui me rejoignent. Mais Frontline Paper, qui sera en collaboration avec le Frontline Paper du New Jersey. Mais une des idées, c'est de dire que comme eux, ils sont dans le fin fond du New Jersey. J'ai brièvement montré le bâtiment. Il faut y aller. C'est 1h30 de New York. Donc ils sont pas très nombreux. Donc une des idées, c'est de créer une antenne dans New York, en même temps qu'une antenne de la Cité du Papier, Atelier Dauphard là-bas, pour un lieu vraiment de convergence, et un lieu où ça phosphore. Peut-être préciser que justement une cité ne repose pas tant sur une collection passée que sur de la création, de la formation, de la sensibilisation. C'est pour ça qu'on dit cité, sinon on dirait musée. On aurait une partie collection et musée, parce que nous, comme on travaille beaucoup pour les monuments historiques et qu'on va éplucher des monuments historiques pour retrouver, par exemple en ce moment, on est en train de finir la maison de Tante Léonie, musée Marcel Proust, on a retrouvé les documents d'origine, a priori que le petit Marcel a connus, alors que ce n'était pas le cas quand vous visitiez jusqu'à présent le musée. Donc ces documents qu'on a trouvés dans des endroits improbables, des placards, sous du plâtre, etc.,
Ça peut constituer, si on nous les confie, ça constitue aussi une collection. Plus des gens qui nous confient parfois du papier peint, on en a fabriqué des wagons entiers. Des designers, du coup, pour les papiers peints, il y en a eu des tribus entières. Et il y a des gens qui nous confient parfois des collections de leur grand-père qui dessinait des papiers peints, puis c'est dans le grenier. Au lieu de le mettre à la poubelle, c'est comme l'uniforme. Cette mémoire, hop, elle finit chez nous. Et donc, nous, on espère la mettre en valeur bientôt dans cette cité. Merci. Question de... Oui, Janaïna. Oui, bonsoir. C'est une question finalement pour François-Xavier, mais aussi pour Dimitri. Sur l'après États-Unis, en fait, là vous racontez. Donc Dimitri, c'est moins. On sent que oui, voilà, tu as moins travaillé dessus. François-Xavier, tu parles déjà de que tu as téléphoné aux généraux, etc. Donc sur cet après, est-ce que la villa vous accompagne? Comment? Et puis est-ce qu'il y a des attentes aussi par rapport à ça? Tu veux répondre, Dimitri? Tiens, merci. La villa nous accompagne. Alors, moi, je suis toujours en contact avec Anthony Dominguez, mais encore une fois, c'est une résidence de découverte, donc il n'y a pas forcément de moyens associés après pour le développement du projet, donc ça repose sur les épaules de la personne en soi. Après, c'est plus une volonté, en tout cas, que quelque chose sorte de cette expérience, mais il n'y a pas un suivi et il n'y a pas une obligation de rendu sur cette résidence-là. Voilà. Pour répondre à ta question. La plupart des résidences à l'étranger ne demandent pas de rendu. C'est exceptionnel, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont des résidences, mais après, c'est hyper suivi. Non, là, on donne la possibilité à quelqu'un d'être en résidence pendant quelques semaines, quelques mois, et après, il fait ce qu'il veut. C'est la liberté. Ouais. Il fait ce qu'il veut pendant, après, etc. C'est-à-dire que après, chacun fait selon ses moyens. Moi, je pense qu'Olivier me prenait un peu pour un barjot, parce que on avait des workshops en même temps avec des étudiants. Moi, on a un agent aux États-Unis, donc on bossait beaucoup avec notre agent aux États-Unis, etc. Et ça a été très chargé comme. Donc l'après, oui. Alors moi j'ai un après Japon là, j'ai une post-résidence à Kujuyama où je vais travailler notamment avec TASC, qui est l'école un peu, on peut dire l'école boule, l'équivalent de boule un peu à Kyoto, pour qu'on développe des projets, par exemple moi j'ai tout un ensemble de formes que j'ai pas développé sur l'orgue, par exemple de clavier d'éventail, des choses comme ça que j'aimerais faire avec eux. Pour les États-Unis, en fait, moi j'ai presque rien fait là-bas, enfin j'exagère, mais c'était une réflexion là-bas. Donc l'après, pour moi, il est plus important que ce qui s'est passé pendant la résidence. Mais ce qui reste de ces deux résidences, c'est que d'abord on prend une énorme claque. Il y en a, la claque est dure, hein. Il y en a pour qui c'est pas tranquille, hein. C'est pas un truc, on est pépère, on a notre petit appart et tout. On est, voilà, selon notre personnalité, on est plus ou moins remué, et voilà. Et puis selon le sujet aussi, probablement. Mais l'après, oui. Moi, je pense que tout est à faire après. Sinon, c'est dommage, je pense. Donc, moi, je suis pas inquiet sur le fait que Dimitri, tu vas très vite avoir des. Clairement, et puis pour rebondir sur ce que tu dis, moi, il m'a fallu vraiment 2-3 semaines pour trouver un peu un mode de fonctionnement avec Félix et les gens qu'on rencontrait. Parce qu'en plus, j'avais choisi un sujet que je maîtrise absolument pas, et c'était voulu. Et en fait, comme je me mets beaucoup de pression, j'avais envie de faire les choses correctement, parce que mine de rien, je suis quand même invité à aller là-bas. C'est pas des vacances, quoi. Les gens ils me disaient, tu vas à Miami, tu vas aller à Miami Beach et tout, mais en fait, non. Il y avait vraiment cette volonté aussi de pousser un projet, un concept, de rencontrer les bonnes personnes. Mais après, voilà, comme le dit François-Xavier, c'est aussi on va dire la pression qu'on se met soi-même. Après, il y a quand même cette envie, voilà, de matérialiser quelque chose et qu'il en ressorte quelque chose de cette expérience, quoi. Après, la difficulté pour moi aujourd'hui, c'est aussi tous les à côté. Alors, je sais que toi aussi, tu es hyper chargé en termes de boulot, mais fallait aussi gérer les projets qui étaient en stand-by. Quand je suis rentré, du coup, j'ai dû aussi rattraper le retard qui s'était aussi un peu accumulé. Et donc, moi, j'ai eu une année qui était extrêmement chargée. Donc, j'avoue que sur la matérialisation de ce projet, c'est passé un peu au second plan, en sachant qu'en plus j'avais pas forcément de financement là-dessus, ce qui veut pas dire que je vais pas sortir quelque chose, mais c'était pas mon objectif premier, et voilà, ça a aussi le temps de
maturer, surtout qu'on est retourné à Miami, qu'on a rencontré, on a revu en fait les gens que j'avais déjà rencontrés initialement, on est retourné dans les Everglades, donc il y a des choses qui se sont affinées, on va dire. Donc là, voilà, je pars au Japon en septembre avec Nicolas Pinon. J'y pars pour 4 mois et en fait, il va falloir que sur 2024 ou 2025, il y a quelque chose qui ressorte de cette expérience. Mais oui. Après, pardon, ce qui tue pas rend plus fort. Hein. Donc, moi, le Japon, j'ai failli fermer ma boîte parce que j'ai laissé une équipe toute seule fonctionner pendant 4 mois. Bah voilà, il y a cette réalité aussi. Là, quand parti 2 mois, alors et puis eux, de leur point de vue, ça c'est des vacances. Hein. Ça va, c'était bien tes vacances, mais non, c'était pas des vacances, on travaillait. Mais voilà. Alors le message parfois, c'est vrai que pour vous qui payez vos impôts et qui permettent à des artistes comme nous de partir à l'étranger, nous souvent quand on fait des visites d'entreprises, je dis aux gens, bah, je dois vous remercier quand même parce qu'on a la chance de partir faire des résidences grâce à vos impôts. Je vous rassure, très souvent ils nous disent, ah bah ça nous fait plaisir de payer des impôts pour ça. Donc voilà. Donc voilà. Non, moi je trouve qu'on a un peu un devoir aussi. D'abord, on a un devoir pour les gens qu'on va rencontrer, parce que nous, on n'est pas là pour profiter d'une culture. On est là pour être dans un échange. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est là pour un peu être remués, quoi. Ça remue un peu la pulpe, et voilà, c'est ça qui est bien. Donc avant, après, pendant, c'est hyper important. Je pense qu'une résidence, ce soit pas juste le moment où on le fait. Et ça y est, on a eu le dossier, tranquille. Voilà. Au contraire, c'est tout reste à faire. Juste du coup par rapport à par exemple Frontline, tu parlais que vous allez créer une antenne. Sur cette initiative-là, ça a été que de ton propre chef ou du coup tu as été quand même relayé par d'autres acteurs de la... C'est pour comprendre un peu comment... On est en train de le faire. C'est-à-dire que Olivier, quand il a vu le sujet, il a dit bah, écoute, on va essayer de rencontrer par l'ambassade les généraux, donc le premier maître généraux. Il m'a fait rencontrer, donc qui sont en relation avec les Nations Unies, qui sont gérés des relations avec les Nations Unies, le souvenir français, etc. Puis le responsable de Frontline, on a bossé avec lui, puis on est devenus amis. Il vient cet été. Voilà, il y a aussi toute cette dimension où on rencontre des vraies personnes. Le Japon, nous, il y a plein de gens qui maintenant savent qu'on va redébarquer au Japon, et puis ça va être la fête, ça va être un peu les vacances aussi, quand même. On va pas, voilà, mais bon, on va bosser. Pas enregistré. C'est vrai, c'est sûr. Mais oui, donc il y a du suivi. Hein, c'est pas vas-y, tu fais ça, tu te débrouilles, et puis il n'y a plus personne. Je pense que. Mais là aussi, ça dépend de chacun. Si on n'est pas en demande, ben, on est dans notre coin. Et puis il n'y a pas deux résidents, je pense, qui se ressemblent. Une dernière question pour la route, ou pas. Il y avait un monsieur qui voulait pas. Merci pour vos présentations, en tout cas, messieurs. J'étais juste très surpris par cette activité de transformation de tissus. Est-ce que vous savez, ou est-ce qu'ils vous ont dit si c'est le groupe ou l'un des membres du groupe qui a eu cette idée? Parce que souvent on pense, on collectionne un truc et puis à l'autre bout de la Terre, les gens font la même chose en fait. Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui font la même chose ailleurs? C'est 2 personnes dont, alors je vais vous montrer sa tête. Hop, vous allez voir comme ça, vous pourrez mettre un visage sur... c'est David qui va venir donc cet été, qui a la personne qui est à gauche, qui a initié qui lui rentrait d'Afghanistan. Il est du métier alors peut-être comme vous. Alors, moi j'ai pas fait l'armée, hein, donc en plus j'étais très mal. Ouais, j'ai même fait un service civil, donc je le dis pas trop parce que bon, sinon bref. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a de la tolérance et il y a de l'amour collectif, c'est parfait. Lui, il a eu des choses difficiles en Afghanistan. Walt, qui est juste derrière lui, il a carrément vécu aussi des choses où il était en Indochine et au Vietnam, et il savait qu'il butait, il savait pas qui, mais il tapait dans le tas en face, de l'autre côté d'une rivière, il devait défendre un pont. Donc on les a interviewés, il va y avoir une vidéo, nous on va faire un montage aussi vidéo, là j'avais pas eu le temps, mais avec tous ces témoignages. Mais ils ont une vraie histoire, et c'est donc Dave qui a eu l'idée avec un copain qui avait fabriqué du papier, qui a dit on pourrait essayer avec nos uniformes pour voir. Alors on ne peut pas mettre que l'uniforme parce qu'il faut un peu de cellulose, parce qu'il y a beaucoup de nylon et de choses qui font que la feuille ne se tient pas. Mais c'est pas juste l'uniforme, c'est pas juste un peu de poivre dans la pâte à papier. Hein, c'est quand même une grande proportion de l'uniforme qui constitue la feuille. Bon, merci beaucoup à tous et à la semaine prochaine sur La Couleur.
Merci.